Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Dam News avec avec la société Wedia, l'éditeur de solutions Dam Wedia, avec comme sujet principal pour ce webinaire comment le Dam Wedia lie centralisation et flexibilité dans un groupe multimarque. Alors, on a le plaisir et l'honneur de recevoir, donc nous sommes 4 sur ce webinaire, donc moi-même pour un petit peu l'interaction et l'animation. Et je laissais présenter donc Wedia avec deux personnes centrales, puisque nous avons le plaisir d'accueillir son CEO avec Nicolas et le Process Manager avec Vincent. Je vous laisse vous présenter, Nicolas et Vincent. Salut Fred, ouais, mais t'as quasiment tout fait là. Donc Nicolas, moi je suis le fondateur et président de Vedia. Ravi d'être là pour parler de ces enjeux de dames multi, mais on y reviendra. Et puis un grand merci à l'équipe Activo pour l'organisation de ce webinaire. Merci Nicolas. Bah oui, en Voilà. effet, merci Fred et merci à toutes les équipes Activo. Donc Vincent Grelier, moi je suis responsable avant-vente chez Vedia et donc j'aurai le plaisir de vous faire la démonstration de notre outil dans des cas concrets que l'on a imaginé avec Isabelle pour présenter un peu toutes ces fonctionnalités de multimarque. Et voilà. Et puis j'ai le très grand honneur, une fois de plus, d'être accompagné d'Isabelle. Il nous faut un peu une caution féminine et expérience dans ce webinaire, qui est directrice conseil d'âme. Isabelle, je te laisse présenter. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc Isabelle, moi je travaille au sein de Activo et je fais du conseil en digital asset management et du coup on a préparé la démo avec Vincent. J'aurai le plaisir de jouer le rôle d'une responsable marketing dans une entreprise multimarque. Je pense que ça va tout à fait à ton profil, hein. Merci, merci Isabelle. Alors, je vais un petit peu laisser la main à Nicolas pour nous présenter un petit peu finalement. Bien sûr, tout le monde connaît Wedia parmi les acteurs majeurs et les meilleures solutions d'âme du marché, et un petit peu quelle est la signature, quel est l'écosystème et les solutions Wedia. À toi, Nicolas. Écoute, oui, encore une fois un grand merci. Alors quelques mots sur l'actualité. Vous n'êtes pas là pour ça, mais juste Fred disait tout le monde connaît Vedia, j'espère, je le veux aussi. Mais donc, effectivement, Vedia, c'est un acteur du digital asset management. On travaille avec des organisations de toute taille, mais vous le verrez, qui ont quand même certaines complexités à gérer. Et là, très récemment, on est très heureux de compter parmi nos clients des marques mondiales très connues, alors comme Saint-Gobain. En fait, le groupe Point P, et c'est intéressant, c'est le énième déploiement du Dame Vedia, le Dame Vedia groupe Saint-Gobain, c'est le Point P et son énième déploiement, pardon. Voilà, il y a des marques un peu moins connues encore parce que le groupe Coffel, c'est les marques Merinos, Bultex et Epela. Et là aussi, on est bien dans ce contexte multimarque que l'on va évoquer dans l'heure qui vient. Voilà, un deuxième sujet d'actu, super fier pour mes équipes notamment d'être à nouveau reconnu par le Gartner, d'être listé effectivement dans le top 15 des acteurs mondiaux du DAM. Et j'aime particulièrement quand Gartner nous distingue par notre capacité à s'adapter aux défis des organisations complexes. Voilà, un DAM qui leur ressemble et qui répond à leurs enjeux. Voilà, et puis enfin, bien évidemment, mais encore plus heureux d'être ici avec Activo. Alors avec Fred, ça fait et Malika et toute l'équipe Activo, ça fait des années qu'on bosse, mais plutôt côte à côte. Là, plus récemment, c'est ensemble, plus main dans la main, sur des projets communs. Là où Activo va apporter son savoir-faire en organisation de données, en migration de contenu, bref, du conseil d'experts. Vedia, c'est la solution d'âme et l'expertise techno au service des clients. Donc un grand merci à nouveau à Activo pour ce partenariat renouvelé et intensifié. Puis aussi, merci encore à Wedia, puisque, comme tu le dis, vous nous accompagnez depuis de nombreuses années, notamment à travers l'édition OnDam qui a lieu chaque fois en fin d'année. Tout à fait. Alors, le DAM multimarque. En quelques mots, d'abord, c'est un peu notre différenciateur majeur. Pourquoi? Notre slogan, notre souhait, c'est de vouloir un DAM qui s'adapte à chaque client et pas le contraire. A fortiori dans les groupes multimarques. Alors attention, hein, je veux juste déminer un sujet au sein de ce webinaire. Multimarque, c'est pas que Kering et LVMH. La plupart des entreprises sont multi. Il peut y avoir plusieurs marques, effectivement, mais ça peut être aussi plusieurs filiales, ça peut être plusieurs lignes de produits, ça peut être plusieurs pays avec des modes de fonctionnement différents. Bref, l'idée, c'est que dans ce contexte multi, on ne bride rien, on s'adapte à chaque organisation et au sein de chaque organisation, on va chercher à répondre à des spécificités multiples. D'accord? En gros, une solution unique avec plusieurs incarnations. Alors, de façon un peu concrète,
Quelles sont les spécificités de ces organisations multimarques, multi-pays, multifiliales? La première, c'est évidemment la structuration des contenus. Qu'est-ce qu'on a le droit de voir ou pas voir? Quels sont les workflows pour telle filiale ou pour telle autre? Juste un exemple. Pierre Fabre, il y a plus de 20 marques. Les règles de contribution ne sont pas les mêmes selon les marques. Il y a des champs qui sont obligatoires sur certaines marques, pas sur d'autres. C'est un exemple très simple, mais c'en est un. Et effectivement, c'est assez logique, hein. On ne vend pas de la crème solaire comme on vend des shampoings. Mais au-delà de ça, ça peut être également différent d'un pays à l'autre. Typiquement, le cadre légal de la dermatocosmétique, il n'est pas le même d'un pays à l'autre. Il faut forcément s'adapter et être capable, avec une solution d'âme entièrement configurable, de faire ces adaptations. Maintenant, ce n'est pas qu'au niveau des contenus qu'il y a des spécificités. On en trouve notamment au niveau technique. D'accord? Il n'est pas rare dans les groupes dans lesquels on travaille de voir qu'il y a encore aujourd'hui plusieurs PIM, plusieurs CMS, en fonction de ces marques, en fonction des pays, en fonction des BU. Et donc là aussi, il faut que le DAM Vedia puisse se connecter à ces différents PIM et CMS et répondre à des enjeux un peu différents suivant ces intégrations. C'est exactement le cas d'Algam. Alors Algam est pas forcément très connu, c'est dans l'univers de la musique. Par contre, les pianos Playel sont beaucoup plus connus. Voilà, donc Playel, c'est une marque d'Algam. Ils sont distribués dans des points de vente physiques. Et à l'inverse, Woodbrass, qui est un site de vente en ligne d'instruments de musique, lui, par définition, est effectivement en ligne. Voilà, donc là, on a des intégrations qui doivent être différentes en fonction de ces différentes marques. Et là aussi, il faut savoir le gérer. Et puis, il y a un troisième point qui me semble tout aussi intéressant quand on parle de DAM multi ou de problématiques multi, c'est la diffusion. Aujourd'hui, le DAM Vedia est capable de diffuser des photos vidéos sur des sites web, des sites e-commerce. Mais on peut le faire en fonction des gammes de produits et répondre à des règles différentes. Je vais prendre là aussi un autre exemple chez Etam. Chez Etam, il y a 4 marques qui ont des positionnements très différents et ils souhaitent, pour des mêmes contenus parfois ou des contenus très proches, réadapter, ou en tout cas avoir des réécritures d'URL différentes, tout simplement pour servir un SEO différent. Donc là aussi, on est dans l'adaptation, la contextualisation à ce sujet de multi ou en tout cas de spécificités différentes. Voilà, donc j'ai essayé de faire très vite et très simple. Vincent pourra également l'illustrer. Mais encore une fois, c'est vraiment notre savoir-faire. C'est là où Vedia trouve tout son sens en termes de configurabilité. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce plat signature, avec cette collaboration renforcée avec Activo, je suis sûr qu'il vient de prendre 3 étoiles au Michelin. Ah, écoute, en plus on est dans la période, hein, donc ça va bientôt connaître les D'accord. résultats. Effectivement, je crois que ce que tu dis est important, puisque nous, évidemment, côté expertise, c'est assez rare pour un DAM, finalement, d'offrir plusieurs taxonomies. Et effectivement, au regard d'un certain nombre de marques qu'on va pouvoir gérer, chaque entité aura son propre jeu de filtres, etc., et de métadonnées. Alors, bien entendu, quand on parle de la marque et du DAM en particulier, un des premiers sujets, puis on va dire on est dans des contextes économiques qui sont pas forcément tout le temps évidents. On cherche toujours un petit peu le meilleur retour sur investissement. Donc aujourd'hui, Nicolas, finalement, autour du DAM Vedia, votre approche afin d'optimiser, de trouver ce retour investissement le plus rapide possible, même si il est jamais évident. C'est pas, on va pas vous donner un chiffre, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Mais quelle est votre approche dans ce sens? Oui, alors après, on pourrait effectivement travailler sur des chiffres, mais de façon spécifique à chacun. Donc là, on est plutôt dans les principes. Une chose est sûre, la complexité, elle a souvent un coût. Notre objectif, c'est de la transformer en profit. D'accord? Alors, première chose, le ROI d'une solution unique versus N solutions et versus des doublons de contenu, il n'est pas approuvé, c'est une évidence, j'enfonce une porte ouverte. À partir du moment où vous rationalisez N solutions distinctes en une seule, on trouve effectivement des gains immédiats. Mais au-delà de ça, une solution unique qui s'adapte au contexte de chaque marque ou de chaque entité, ça a plusieurs bénéfices c'est très bénéfique sur plusieurs sujets. D'abord, c'est moins de risques sur les droits liés au contenu, on les gère différemment. Et donc, effectivement, le droit d'auteur ou le droit d'image qui s'applique sur un continent et pas sur un autre, on va pouvoir le gérer. C'est évidemment, puisqu'on s'adapte à chaque contexte et à chaque marque ou pays, c'est une meilleure appropriation par les équipes. Donc, meilleure appropriation, on dit meilleure ou plus grande montée en compétences et montée en puissance du DAM au sein d'un groupe. Et puis à la fin, là aussi, cette adaptation, finalement, cette prise en compte des contextes spécifiques à chaque sous-entité, c'est à la fin une plus grande cohérence que j'évoquais sur la diffusion chez Etam, c'est là aussi une plus grande cohérence des différentes marques, sous-marques, gammes au sein d'une même organisation.
Voilà, donc encore une fois, c'est des sujets qu'il faudrait creuser pour chaque cas spécifique. Il y a des gains à trouver en ayant effectivement cette logique de dame group, mais pas un dame group monolithique qui traite toutes les marques de la même façon. Un dame group qui est capable effectivement de traiter de façon très contextuelle vos différentes marques, produits, pays, etc. Voilà, donc en gros, notre slogan, enfin, ou en tout cas notre message, c'est soyez globaux pour vos coûts. Par contre, soyez hyper contextuels pour l'impact de vos contenus. Merci Nicolas. Alors, on va arriver bien évidemment à l'élément le plus intéressant en termes de praticité. Puis finalement, c'est important que vous puissiez voir de façon très concrète. Et donc, je vais laisser la main à Isabelle pour vous présenter et lancer cette démonstration avec Vincent. Donc là, on va voir concrètement comment se passe la gestion d'assets dans Vedia dans un contexte d'entreprise multimarque et qu'on parle de retailers ou d'acteurs du luxe ou de groupes industriels, beaucoup d'organisations ont aujourd'hui cette problématique d'une gestion multimarque avec plusieurs identités, plusieurs marques qu'il va falloir gérer avec des équipes marketing internes et locales et aussi avec des prestataires externes. Tout de suite, la question qui va se poser, c'est comment finalement j'organise, je partage, je fais en sorte qu'on collabore sur des contenus de manière efficace sans perdre en fait cette contextualisation d'univers de chaque marque et comment je vais trouver le bon équilibre entre un DAM dont le rôle est un rôle de mutualisation en fait et comment aussi je vais garder cette partie autonomie avec plusieurs marques. Donc on va illustrer ça à travers un cas concret d'usage d'entreprise multimarque et je vais me mettre dans la peau d'une responsable marketing qui travaille en fait avec différentes filiales, différentes marques. Donc ma première préoccupation, pour lancer la question à Vincent, ça va être de savoir comment j'organise la contribution, le dépôt en fait d'assets dans mon DAM avec différentes équipes pour des besoins par exemple de campagne ou de produits. Et mon besoin, c'est vraiment que tout le monde puisse travailler ensemble dans un processus simple, mais aussi qui garde et qui respecte cette logique de travail par marque. Exactement, merci Isabelle. Donc en effet, pour illustrer ces cas concrètement, ici, ce que vous allez voir dans la démo, on a créé finalement cette marque fictive qui va être le groupe Novae ici, où on a différentes entités. Comme Nicolas le disait tout à l'heure, ça peut être différentes business units, différentes marques ou différentes lignes de produits tout simplement. Et là, cette marque finalement Novae, elle a plusieurs lignes de produits. On va avoir un univers vraiment qui est dédié aux produits pour la maison, donc Novae Home, des produits vraiment dédiés pour ce qui va être le sport et des produits aussi dédiés plutôt pour la partie kids, enfants. Donc là, finalement, on a chaque personne qui va avoir des façons de travailler différentes, des façons de catégoriser les produits différentes, avec à chaque fois des workflows qui sont différenciés pour chacune de ces entités. Donc, quand on va vouloir, comme disait Isabelle, pour se placer dans un cas concret, vouloir travailler sur la production du contenu. Pour ça, Vedia propose des espaces de travail. Donc ici, on peut rentrer dans les espaces. On va travailler ici sur tout ce qui est la création du contenu. Donc tout ce qui est, on va dire, le work in progress qui, in fine, va être validé et publié dans le DAM. Donc pour ça, quand on veut adresser différentes entités, différentes lignes de produits, l'idée est de pouvoir donner et de pouvoir mettre à disposition des espaces de travail dédiés à chacune des entités de la marque ou du groupe. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a différents espaces qui existent, qu'on appartienne ici plutôt à l'entité sport, home, pro, kids ou au groupe. Chacun a ses espaces dédiés avec à chaque fois des logiques différenciées de qui peut accéder à cet espace, qui va pouvoir valider du contenu. Donc là, si on prend un exemple concret pour répondre au cas d'Isabelle, on veut lancer ici, pour la filiale sport, une campagne qu'on va appeler ici Fitness Deals, où on va lancer un nouveau produit pour bénéficier ici des promotions sur la nouvelle campagne de communication. Donc l'idée d'un espace, c'est quoi? Déjà, c'est d'avoir des membres qui vont accéder à cet espace et qui vont pouvoir collaborer. C'est des espaces collaboratifs. Donc là, vous voyez que dans cet espace que j'ai créé ici, on retrouve tous les membres de l'équipe. Donc on va avoir à la fois les équipes légales qui vont vérifier tout le contenu qui va être produit, les équipes marketing dont Isabelle ici qui vont venir valider le contenu qui est en cours de production, et puis ici l'agence qui peut être une agence interne, qui peut être une agence externe. L'idée est vraiment que toutes les personnes qui sont amenées à valider du contenu interviennent dans un seul et même espace et que tout soit regroupé et centralisé. Donc là, dans ce cadre-là, ici, les personnes sont invitées dans l'espace, donc elles sont les seules à y avoir accès. Et la première étape, ça va être de centraliser les documents de travail. Parce que quand on est dans le cadre d'un projet de communication marketing,
on va vouloir briefer nos équipes. Donc, on va pouvoir ici lancer des briefs en ajoutant des documents, des PowerPoint, des PPT, des Word, et même éventuellement lier des fichiers sources, pourquoi pas, qui sont stockés dans le DAM, pour permettre aux équipes créa, aux studios, de produire le contenu qui a été demandé. Donc, une fois que tous ces documents ont été compris par les équipes, on va pouvoir importer les médias, donc soumettre à validation le résultat de cette campagne. Donc là, ici, les équipes ont travaillé sur des visuels qu'elles soumettent ici à validation. Donc la première étape, lorsque les équipes studio ici soumis le contenu, vous voyez, c'est qu'on va détecter déjà la présence de doublons. Ça, c'est un point très important pour un DAM, parce qu'on veut garantir toujours la source unique de vérité, et donc garantir que le DAM y contient des éléments qui sont uniques, et pour ça, on marque ici la présence de doublons. Donc là, c'est un outil important pour vous en tant que responsable du DAM, de s'assurer que vos contenus ne sont pas des doublons, et vous avez toujours le choix de conserver ou de valider les éléments qui ont été mis à disposition. Ça, c'est la phase vraiment de départ lorsque le contenu est déposé. Ensuite, l'idée, on l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir valider le contenu. Donc là, vous voyez qu'on peut ici naviguer facilement parmi tous les éléments qui ont été soumis par l'agence, et on bénéficie ici, et c'est là tout l'intérêt de ces projets de travail dédiés, d'un workflow collaboratif d'approbation. Ce workflow, bien entendu, il va s'adapter à chacune des marques, à chacune des entités du groupe. Donc là, on peut simplement ici venir valider, venir rejeter les contenus qui vous correspondent ou ne vous correspondent pas en fonction de vos attentes sur cette campagne-là. Et on va pouvoir, en plus de ces éléments de validation, venir faire des annotations et des allers-retours, parce que dans tout ce geste de validation de la campagne, on va avoir un travail qui est vraiment collaboratif avec les équipes. Donc là, vous voyez qu'on peut placer directement des commentaires. Donc là, on peut taguer également les personnes. Je demande ici à l'agence de traduire, par exemple, le contenu ici en français. L'agence ici, ma personne, elle est notifiée directement. Donc, elle sait qu'elle doit modifier le contenu. Elle sait exactement quelles sont les modifications qui sont demandées et elle va pouvoir soumettre des versions pour itérer sur la production. Donc là, par exemple, ici, ils ont soumis une version 2, donc qui est une version ici traduite. On peut aussi faire de la comparaison. Donc là, on peut afficher côte à côte les visuels pour valider éventuellement les éléments qui ont été soumis, continuer à échanger sur les commentaires si nécessaire de retravailler et d'itérer sur la production jusqu'à avoir finalement un contenu qui nous correspond, où on peut même résoudre les commentaires et avoir finalement un contenu qui est validé. Donc là, toutes ces étapes-là de validation, elles peuvent être faites à l'unité, elles peuvent être faites en masse sur toute la sélection pour valider et approuver le contenu de manière collaborative. Et la dernière étape dans ce workflow de publication, c'est le formulaire de métadonnées, parce que finalement, tout le contenu sur lequel on travaille ici, sur tout ce qui est en amont du DAM, la finalité, c'est de le déposer dans le DAM. Et donc pour ça, comme le disait Fred tout à l'heure, l'idée est d'avoir finalement une taxonomie qui va s'adapter en fonction de vos cibles. Là, dans l'univers sport, on va avoir une taxonomie dédiée avec des mots-clés qui vont s'adapter en fonction de l'univers. Donc, si vous êtes plutôt sur le sport ou plutôt sur la partie home, vous allez avoir une taxonomie qui est vraiment différenciée. C'est ça aussi la force de Vedia, c'est d'avoir des taxonomies qui s'adaptent à vos contextes, à vos marques, dans le contexte d'un groupe multi ici. Donc l'indexation, évidemment, est une étape extrêmement importante. C'est ça qui fait la qualité de la donnée aussi après. Et pour des collaborateurs qui seraient peut-être pas toujours avertis là-dessus, est-ce que l'intelligence artificielle peut venir aider en fait dans cette phase? Oui, alors exactement. Là, vous voyez d'ailleurs à l'écran, ici, cette légende. Là, vous avez vu que je l'ai pas saisie, elle a été générée automatiquement par l'IA. Donc là, on va décrire automatiquement le contenu. Donc là, tous les visuels, les vidéos, les éléments que vous soumettez dans les espaces, ils sont automatiquement décrits par l'IA. Donc là, vous avez une légende. Alors cette légende, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va la piloter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un prompt qui va demander, en tout cas piloter l'IA pour lui expliquer ce qu'on attend d'elle. Comment est-ce qu'on veut qu'elle décrive le contenu? Et ça, une nouvelle fois, c'est contextualisé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter cette façon de prompter l'IA à la marque, à l'entité, à tout élément du groupe pour avoir un rendu qui est le plus fidèle possible à ce qui est attendu par les utilisateurs du DAM. Donc là, ça, c'est ce que, ici, dans l'univers sport, en tout cas, c'est ce qu'on a attendu. Donc là, vous voyez que la réponse, elle est très précise, à la fois tout en étant concise. Elle va
identifier aussi tous les éléments textuels qui sont dans l'image. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a une notion, il y a des dates, il y a ici un numéro de promotion. Tout ça a été automatiquement détecté et aussi également traduit automatiquement. Donc tous les contenus qui sont détectés par l'IA, mais également saisis par les utilisateurs, ils sont automatiquement traduits dans les langues de l'application. Donc là, j'ai français, anglais, on peut avoir d'autres langues bien sûr. Et tous ces éléments-là sont traduits directement. Donc c'est à la fois finalement un accélérateur pour les contributeurs parce que vous saisissez uniquement dans votre langue de contribution. Et dans l'autre côté, les utilisateurs finaux, ils vont pouvoir faire des recherches et trouver les éléments dans leur langue propre. Donc si vous cherchez en espagnol, par exemple, vous allez retrouver directement vos contenus. Donc là, c'est une façon d'utiliser l'IA pour aider les utilisateurs finaux et les contributeurs à accélérer le geste tout en respectant leur contexte. Voilà. Donc ça, comme je disais, tout ça peut être fait également en masse. Et puis la dernière étape, une fois que tout ça est fini, c'est finalement la publication des contenus. Donc là, une fois que tous les éléments ont été validés par les différentes équipes, on vient publier les éléments. Ils vont être disponibles, mis à disposition dans le DAM et finalement retirés de cet espace. Voilà, donc là, c'est vraiment pour la partie contribution collaborative des équipes. Merci Vincent. Donc maintenant, toujours si je prends un peu mon cas d'usage, donc une fois que mes assets sont publiés dans le DAM, bien sûr, je vais avoir besoin de les retrouver. Donc oui. Chacun sait que le DAM, sa vocation, c'est vraiment d'être le référentiel unique, la véritable source de données fiable en fait pour les contenus d'une entreprise. Donc comment je vais pouvoir justement retrouver facilement au sein d'un outil finalement dont la vocation est de centraliser des assets justement qui vont correspondre à mes différents univers de marque. Quels critères je vais pouvoir utiliser pour pouvoir les retrouver et puis pour pouvoir offrir une expérience utilisateur qui soit simple, qui soit fluide et qui permette de retrouver le bon contenu au bon moment. Exactement. Alors ça, c'est un des enjeux majeurs aussi parce que finalement, une fois qu'on a tout ce contenu qui est centralisé dans un seul et même outil, parce que l'idée du DAM, tu l'as dit, c'est de centraliser tous les contenus dans un même endroit. Et maintenant, on va vouloir avoir des logiques de recherche pour retrouver le contenu et retrouver le contenu qui nous intéresse. Donc ça, c'est 2 points importants et on va les adresser de manière différente. La première manière, ça va être ici une recherche libre, une recherche Google qui va s'appuyer justement sur l'IA, sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout le contenu qui est indexé, que ce soit IA ou manuel, il va être utilisé dans cette recherche. Donc là, par exemple, pour continuer sur ce que on vient d'uploader, on peut faire une recherche, par exemple ici, une femme en tenue de sport. Donc ça, c'est une des premières façons de retrouver son contenu, c'est d'utiliser la recherche textuelle avec ce langage ici naturel qui permet de retrouver ce que l'on cherche. On peut, par exemple, ici chercher aussi dans l'univers sport toujours, un randonneur en montagne, par exemple. Donc là, c'est une façon de retrouver vos contenus grâce à l'IA pour taguer ces éléments-là et les retrouver en fonction de votre contexte. Là, on est plutôt dans l'idée de dire, je viens chercher du contenu dans toute la base. Mais dans un contexte multimarque, ici, on va vouloir cibler plutôt ces éléments. Et donc là, Vedia a plusieurs niveaux de réponse. On a ici cette logique d'univers. Donc là, on a la possibilité de créer des univers distincts, différenciés par finalement ces entités, ces marques, comme on le disait tout à l'heure. Donc là, par exemple, l'équipe Home, elle va pouvoir directement cibler ces contenus qui sont ici listés dans l'univers dédié pour la Home. Avec à chaque fois des filtres qui vont s'adapter parce que, comme on le disait tout à l'heure, et c'était l'exemple de Frédéric tout à l'heure, les taxonomies, elles sont adaptées. Donc, quand vous êtes dans un univers Home, vous n'allez pas chercher de la même manière, donc vos filtres ici, que dans un univers de sport. Donc, chacun de ces univers, finalement, va avoir une façon de rechercher différente et on va pouvoir cibler directement les contenus qui sont liés. Tout ça, ça peut aussi être adressé par différentes manières. On peut parler parfois de segmentation. Chacun a un petit peu sa manière de faire. On a parfois l'idée de dire tout le monde voit tout dans l'application et puis je vais avoir des restrictions. On peut aussi finalement avoir une logique vraiment segmentée où chacune des marques ou des entités va voir uniquement le contenu qui lui a été proposé. Voilà, donc toutes ces fonctionnalités, finalement, elles permettent de retrouver le contenu qui vous est propre dans des univers qui sont dédiés. Là, on a vu comment retrouver quand même de façon efficace et simple les assets qui correspondent aux différents univers de marque. Et après, le besoin ou l'enjeu qui peut être intéressant, c'est de savoir un peu comment aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire comment créer une vraie expérience pour les utilisateurs, pour presque pouvoir un peu éditorialiser les contenus, leur pousser des contenus un peu plus pertinents, voire des contenus un peu plus récents en interne, par exemple.
Et puis, un autre cas d'usage peut être aussi comment je peux partager des contenus en externe avec les partenaires avec lesquels je vais travailler sur des marques et comment, du coup, Vedia peut m'aider à la fois dans ce besoin presque d'éditorialisation et dans ce besoin de partage en externe. Exactement. Alors ça, c'est en effet un très bon cas d'usage parce que finalement, ici, le DAM va servir pour centraliser tous les outils, tous les éléments de vos marques, mais le but, c'est de le partager en externe. Donc pour ça, finalement, on va avoir ce qu'on appelle des portails, qui sont aussi parfois des landing pages, que vous pouvez retrouver. Donc ici, vous avez la liste de vos portails. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des portails donc, qui sont des pages éditorialisées dédiées pour chacune des entités de la marque. Donc là, par exemple, on voit des portails dédiés pour chacune des marques. Donc, par exemple, vous voyez ici un portail dédié à l'univers sport. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans ces éléments-là? Ce sont des pages éditorialisées où on va avoir des sections dédiées pour les éléments. Donc là, par exemple, on va retrouver tous les visuels d'ambiance qui sont reliés à la marque sport. On va retrouver la campagne que l'on a créée ici avec à chaque fois une distinction. On peut mettre par exemple tous les éléments en source ici, tous les éléments pour les réseaux sociaux, toutes les déclinaisons qui sont faites aussi, pourquoi pas dans des langues ou dans des formats. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir centraliser dans un seul élément, dans une seule page, tous les éléments de cette marque-là pour, in fine, les partager aux partenaires. Donc une fois que cette page, elle est prête, éditorialisée comme vous le souhaitez, vous pouvez simplement transmettre ces pages-là à vos partenaires qui peuvent être soit en interne dans le DAM, soit même des partenaires externes avec un partage privé ici, où vous allez pouvoir lister vos partenaires à qui vous avez besoin de distribuer le contenu. Donc là, on est vraiment dans l'idée de partager des éléments. Typiquement, ça peut être pour partager une campagne, partager, pourquoi pas, les éléments de charte graphique à vos partenaires qui vont ensuite les utiliser, pourquoi pas les diffuser en fonction des usages. Donc là, ces portails-là, si je retourne sur cette liste, l'idée, c'est qu'ils soient différenciés et adaptés par marque. Donc là, on a la capacité ici de définir des thèmes pour chacun de ces portails parce que potentiellement, l'identité de marque, elle va être différente. Donc là, pour l'univers sport ici, on a la capacité de venir définir les thèmes, donc à la fois les logos, les images principales qui sont affichées, une colorimétrie principale. Donc si vous avez des couleurs dédiées à chacun des univers de la marque, on peut venir les définir ici, ainsi que pourquoi pas des typographies aussi différentes, des fontes différentes, marque par marque. Et donc là, vous avez vraiment la capacité de définir des portails ultra personnalisés et ultra adaptés à chacun des contenus. Donc à la fois pour présenter du contenu de marque comme ça, mais aussi, pourquoi pas, les contenus des campagnes. Si je reprends la campagne de tout à l'heure avec la campagne de Fitness Deals, on vient ici retrouver une logique éditorialisée. On va avoir toute cette logique d'explication du partage et on retrouve cette logique de section avec tous les éléments qui sont transmis aux partenaires. Et peut-être aussi un élément qui peut être intéressant, c'est comment accéder à ces éléments-là. Depuis la page d'accueil, quand on se connecte sur le DAM Media, on arrive sur une page ici qui peut servir de landing page où on vient ici cibler quels sont les portails vers lesquels je veux être dirigé. Moi, je sais quand je me connecte, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans l'univers sport. Et donc là, depuis la page d'accueil, là on est sur la page d'accueil, on se connecte, on peut directement venir cibler le portail sur lequel on veut atterrir et finalement retrouver le contenu qui nous intéresse. Donc là, c'est sans doute une des fonctions les plus intéressantes aussi pour aiguiller un petit peu les utilisateurs dans leur univers à eux, pour ensuite qu'ils puissent chercher et partager leur contenu. Donc là, on va arriver en fait à la dernière partie un peu de notre démonstration. Donc, je pense que tout le monde est sensibilisé aujourd'hui à la problématique des gains d'efficacité, de gagner du temps dans toute la chaîne de production des contenus. Mais pour autant, dans cette phase, dans cette chaîne de production des contenus, on souhaite aussi préserver l'identité propre de chaque marque, effectivement bien veiller au respect de la charte graphique et donner quand même une certaine autonomie aux équipes locales qui travaillent sur des marques bien particulières. Et notamment, on a souvent besoin de produire rapidement des visuels pour des posts de réseaux sociaux, pour des bannières. Et on a également besoin de décliner en fait ces contenus en plusieurs formats, voire en plusieurs langues. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce que m'offre la solution Vedia dans les fonctionnalités qu'on appelle de templating. Oui, alors tout à fait. Pour tout ce qui va être finalement localisation de contenu, comme tu l'as dit, pour adapter du contenu, réseaux sociaux, format, taille, langue, Vedia propose une fonctionnalité qu'on appelle le Digital Template.
Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet de faire? Si je reprends un exemple concret pour que ça parle à tout le monde. Je reparle ici de notre campagne ici Fitness Deals. L'idée ici est de venir mettre à disposition des utilisateurs finaux des templates qui vont être adaptés, comme on l'a dit, dans les formats, langues, marchés que l'on va vouloir adapter. Donc là, on a cette logique ici de mise à disposition du contenu, donc qui est validé en général par la marque mère, par exemple, et qu'on va vouloir ici créer des déclinaisons. Donc là, un cas d'exemple typique, ça peut être la traduction. Donc là, on avait un modèle qui est en anglais. Je viens le traduire ici en français. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir directement venir cibler ici du contenu. Là, vous voyez, quand on traduit en français, forcément, le texte, il va déborder. Mais l'idée est de permettre aux utilisateurs de directement, dans l'interface, venir faire les adaptations nécessaires et de créer un univers localisé directement mis à disposition pour les différents marchés. Donc là, on a directement traduit l'ensemble des textes. Vous voyez ici qu'on utilise DeepL, donc comme tout à l'heure pour la partie indexation, tous les textes sont automatiquement traduits. Donc là, à partir du modèle qui était en anglais, je crée une version française directement, sans outil créatif, pour l'adapter finalement à mon marché. Donc là, je vais changer, par exemple, le texte ici du 8 au 16 avril. Et donc là, j'ai les capacités directement dans l'outil de faire mes modifications. Je peux modifier tout ce qui est autorisé par le template. Donc là, par exemple, je peux même supprimer ces notions ici d'offre de réduction. Je peux déplacer comme je veux les éléments. J'ai le contrôle sur tout ce qui est police, taille, affichage, couleur, en fonction des règles qui sont définies au niveau global. Et je vais pouvoir aussi recadrer mon visuel. Si par exemple j'ai besoin de l'adapter pour des réseaux sociaux, vous voyez ici qu'on va me permettre de faire différentes modifications. Donc là, par exemple, si j'ai besoin d'un format carré pour Instagram, par exemple, je peux directement l'afficher et faire mon cropping dans l'application. Je pourrais même éventuellement changer le visuel ici de la personne qui est derrière. Et donc, j'ai accès, si je veux piocher un visuel ici, j'ai accès à tous les visuels qui sont validés dans le DAM. Et donc, je peux venir faire ici une sélection et remplacer directement le visuel à partir d'éléments qui est contenu dans le DAM, qui est public et que je peux utiliser pour faire cette production. Donc tout ça, c'est vraiment une capacité de faire de la localisation de contenu, finalement avec des outils avancés de design. Ici, on va beaucoup plus loin qu'un Canva, par exemple, parce qu'on peut le faire à partir de templates Photoshop pour directement avoir cette éditorialisation et la mise à disposition de contenu en masse directement des utilisateurs, des filiales ou des marchés pour faire de la production de contenu en masse à partir de templates éditorialisés qui respectent vos chartes de marque. Et ça, c'est l'élément clé aussi de cette production. Et alors justement, une fois que j'ai fini finalement de créer mon contenu, comment ça se passe après en termes de workflow? Est-ce que je peux le renvoyer après en validation? Au contraire, est-ce que je peux directement le publier directement dans le DAM? C'est quoi les possibilités? Oui, alors exactement. Une fois que finalement la localisation elle est finalisée, il y a plusieurs options. Soit c'est, on va dire, du one-shot, je peux directement exporter dans les formats que je préfère pour ensuite exporter sur les réseaux sociaux. Si j'ai besoin de le sauvegarder dans le DAM, de sauvegarder cette version, je peux ici la sauvegarder. Et donc là, il y a plusieurs options. Soit je peux directement publier dans le DAM, ça c'est un choix qui est fait par chacun des clients. On va pouvoir laisser autoriser ou non les utilisateurs à publier directement cette version dans le DAM, ou si nécessaire, repasser par un workflow de validation, comme on l'a vu au tout début de la présentation. On va avoir finalement ces itérations avec les équipes, et donc là, on va pouvoir ajouter directement ce visuel dans un espace avec toute une logique de contribution et d'approbation avec toutes les équipes dédiées. Donc là, c'est vraiment un choix projet en fonction de vous, de votre utilisation, et puis finalement pour retrouver vos contenus derrière de manière logique. Et dernière petite question, un peu comment je peux retrouver mon master et mes déclinaisons? Alors, si je reviens maintenant ici côté DAM, ici on voit qu'on a un univers dédié où je retrouve tous mes contenus. En effet, on voit, alors déjà les templates, en tout cas les fichiers qu'on va appeler master finalement, on les retrouve facilement ici avec le petit label bleu et l'étoile là qui indique le côté template. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est on peut avoir finalement beaucoup de contenu parce qu'on va traduire, adapter dans plein de formats, plein de langues. Ça peut devenir un petit peu, entre guillemets, une jungle de contenu. Et l'idée ici, vous avez un bouton grouper les médias qui va permettre de rationaliser la recherche. Là, vous voyez que l'idée de ce bouton, c'est de venir regrouper tous les contenus qui ont été localisés. Donc là, si je prends ici celui-ci, là, on voit qu'il y a 3 médias. Je peux faire apparaître directement le format qui a été utilisé comme étant le template, la référence,
et les déclinaisons qui ont été produites. Donc là, typiquement, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, en langue, en format, en marché, et on peut les faire apparaître rapidement, simplement ici, en fonction des différents critères de langue que vous avez. Donc là, c'est une façon de regrouper de manière logique le contenu pour retrouver facilement vos éléments avec une recherche qui est beaucoup plus user-friendly, si on peut dire ainsi, pour les utilisateurs et un rangement bien plus efficace. Merci Vincent pour la démo. Je pense qu'on a bien vu en fait la puissance de Vedia, ses capacités à la fois dans les phases de dépôt, de contribution, de recherche, de personnalisation, d'éditorialisation de contenu, puis sur le côté templating également. Merci Vincent. En tout cas, c'était une très belle démonstration et puis qui couvre, puisque chez Dam News, on étudie, on analyse des solutions de Dam autour de ce qu'on appelle de spécification. Et là, on a bien couvert l'ensemble, l'import, l'enrichissement, et finalement tout ce cortège d'expérience utilisateur. C'est très important aussi parce que souvent on a des utilisateurs qui nous disent bah tiens, moi quand je fais ma déclinaison, je fais Canva, mais avec Canva, vous faites pas du Photoshop. Avec Canva, vous retrouvez pas vos assets. Voilà. Donc là, on est vraiment le DAM au cœur de l'expérience client, capable d'importer directement vos fichiers Photoshop avec vos calques, etc. Donc un travail qui est facilité au niveau de l'agence, ce qui n'empêche pas aussi du templating InDesign, puisque j'ai envie de dire que Wedia aussi a commencé par cela, hein, il y a plus de 20 ans. Donc en tout cas, c'est toute une expérience côté Wedia au service de l'expérience du client. Alors, pour terminer ce webinaire, mais évidemment, à un moment donné, on va parler vision et stratégie. On est dans un contexte aujourd'hui en 2026, je pense que tout à chacun le sait, hein, il est compliqué de ne pas parler de d'IA si on parle de digital. Et là aussi, je crois qu'il y a une vraie vision et une stratégie qui a été mise en place par Wedia, pas simplement depuis l'année dernière, mais depuis un certain nombre d'années. Peut-être que Nicolas, tu peux nous détailler un petit peu ces axes majeurs de l'innovation chez Wedia. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais effectivement, vous livrez quelques réalisations d'une part et puis quelques convictions aussi d'autre part. Sur la partie réalisation, alors c'est effectivement d'abord ce que vient de vous présenter Vincent, hein, cette partie ce module digital template qui permet de partir d'un Photoshop, de le rendre modifiable avec des règles et des contraintes et des limites, et de permettre localement à des utilisateurs de s'adapter, créer leur propre contenu. Voilà, donc ça, on l'a vu, c'est OK. Alors, deux sujets, effectivement, d'IA. Le premier, alors, peut sembler assez classique, mais reconnaissance de visage avec IA. Aujourd'hui, avec Vedia, pas besoin de tagging. L'idée, c'est d'identifier à la Google Photo, en un clic, tous les contenus sur lesquels apparaît X ou Y. Alors, ça peut être tous les contenus sur lesquels apparaît Carlos Alcaraz parce que je suis une marque espagnole, j'ai négocié des droits, mais ils viennent à expiration ou il vient d'augmenter sérieusement ses tarifs. Et donc, il faut que je puisse retrouver rapidement tous ces visuels. Encore plus compliqué. Et ça peut arriver dans des grands groupes ou dans des groupes de toute taille d'ailleurs. Un salarié qui apparaissait sur un certain nombre de visuels, photos, vidéos, vous impose son droit à l'oubli et vous demande de retirer tous les contenus sur lesquels il apparaît. Voilà. Alors, beaucoup plus simplement et dans des cas moins douloureux, on va dire en tout cas, c'est pour retrouver très facilement un visuel à partir d'un visage, de retrouver tous les visuels dans lesquels cette personne est présente pour une raison X ou Y. Ça, c'est donc la reconnaissance de visage. Le dernier élément dont je suis très fier et un très beau boulot des équipes Vedia, c'est ce qu'on a appelé le GenAI Toolkit. Donc c'est l'intelligence artificielle. Le but, c'est quoi? C'est dans la version 2026.1 sortie en début d'année. Le but, c'est de permettre à des responsables d'âme, brand managers, patrons de Content Factory, de créer leur propre agent d'adaptation. Ces responsables vont définir les modifs qui sont applicables sur un visuel donné. Est-ce que je veux changer l'âge d'une personne, le genre, l'ethnie? Est-ce que je veux adapter la saison d'un visuel d'ambiance? Est-ce que je veux adapter le style ou changer d'une pièce dans la maison? Tous ces critères vont être définis par le patron de la Content Factory. Et ce sont tous ces critères qui vont pouvoir être utilisés derrière par n'importe quel utilisateur du DAM pour partir d'un visuel existant et appliquer ces modifications. On peut également évidemment appliquer un prompt libre ou une modification libre, mais nous on croit beaucoup que c'est pas si simple de savoir prompter, de savoir piloter une IA, et on pense que si on veut garder
un contrôle et une maîtrise de ce qui est fait avec l'IA, définir les critères de modification est primordial. Et c'est ça qui va enrichir le prompt. Pas que ça d'ailleurs. C'est toute la connaissance qu'on a de la marque à travers tout le stock de photos et de vidéos qui vont là aussi enrichir en termes de contrôle, de cohérence de marque, qui vont enrichir le prompt. Tout ça de façon masquée pour l'utilisateur. En bref, en 3 clics, un patron de Content Factory Brand Manager peut créer son agent IA, utilisable par tous les utilisateurs du DAM. Et ça va servir à quoi? Ça va servir chez Bayer, par exemple. Ils avaient beaucoup trop de photos corporate. On va pas se mentir, il y avait essentiellement des balles blancs de plus de 40 ans. Voilà. Bah, ils voulaient que l'agent IA puisse redonner de la diversité à ces différents contenus corporate. Chez Coffel, donc les marques Epeda, Bultex, Merilos, dont je parlais tout à l'heure, donc ils ont des présentations de lits et de matelas, hein, évidemment, avec dans des chambres qui étaient relativement similaires en termes de style. Pareil, un agent IA qui leur permet de changer, finalement, de rescénariser ce lit et ce matelas dans une chambre suédoise, dans une chambre japonaise, ce qu'ils voudront. D'accord? On a déjà des dizaines d'exemples là, pour décliner automatiquement sur un même contenu à partir de modifications encadrées, donc déclinant à une variation. Ce qui compte, c'est de jamais altérer ni la marque, ni le produit qui est exposé. Et ça, c'est tout l'enjeu de ces agents IA, c'est de savoir ce qu'on peut modifier et de savoir ce qu'on ne peut pas modifier. Alors, je vais y revenir sur la slide suivante parce que c'est là où on a beaucoup de conviction. Notre métier, c'est de vous aider à organiser vos photos et vos vidéos. Aujourd'hui, qui dit photo, qui dit vidéo, dit forcément intelligence artificielle, générative AI, etc. Alors, on en entend parler jusqu'à plus soif, hein, ça, on va pas se mentir. Mais en tout cas, nous, on a des convictions très fortes. L'IA, première conviction, l'IA doit être au cœur du DAM, pas en périphérie. Pourquoi elle doit être au cœur du DAM, l'IA? Parce que c'est pour indexer les contenus, par exemple, un agent d'indexation. Comment il va travailler? Il va s'appuyer sur tout le corpus de visuels et de contenus existants avec ces métadonnées pour essayer de comprendre, par comparaison d'images, par analyse, etc., quelles sont très probablement les métadonnées qui vont s'appliquer à ce visuel. Ça va faire gagner énormément de temps à la personne qui va faire cette indexation. L'IA au cœur du DAM, c'est je pars d'un visuel, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans ce toolkit. Je pars d'un visuel dans le DAM, je lui applique des modifications qui ont été encadrées ou définies par mon brand manager. J'hérite également dans ce visuel, j'ai des métadatas, et toutes ces métadatas d'un visuel, c'est autant d'informations qu'on va pouvoir passer au prompt pour qu'il sache ce qu'il faut modifier ou le produit qu'il faut surtout pas toucher. Donc ça, c'est vachement important, et là, c'est bien parce que l'IA est au cœur du DAM que ça fonctionne. La cohérence de marque, on a un agent de brand control qui va scorer tous les visuels et qui va dire s'ils sont conformes, évidemment, à vos brand guidelines, rules, ça c'est assez simple. Mais on va également analyser vos valeurs, vos engagements RSE, on va retrouver un certain nombre d'informations dans vos sites web. Tout ça va enrichir un prompt qui est spécifique à chaque marque et au sein de groupes multimarques à chaque sous-marque du groupe. Et donc tout cet agent de brand control va vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'un visuel qui rentre dans le DAM est conforme à vos règles, ou qu'un visuel qui a été créé par l'IA, parce que parfois ça hallucine un peu, reste conforme là aussi à vos règles. Voilà, et à la fin, l'IA, c'est aussi la capacité à mesurer l'efficacité des contenus. Nous inscrivons le DAM dans une boucle vertueuse où on mesure l'efficacité de ces contenus, et quand qu'un contenu qui va bien, on le démultiplie, un contenu qui ne va pas, on le corrige, on l'adapte ou on l'archive. Et c'est toute cette logique un peu vertueuse qui va se construire à travers des agents et à travers de l'IA. Et c'est encore une fois bien là, bien pour ça que l'IA doit être au cœur du DAM. En rappelant une chose qui est évidente, je la rappelle quand même, en fait l'IA est générique. Les modèles d'IA, on utilise tous les mêmes. D'accord? Ce qui est primordial, c'est la façon dont on va prompter ces IA. Donc l'IA est générique, les prompts sont spécifiques. Spécifiques aux marques, spécifiques aux gammes de produits, spécifiques à un contexte. Et c'est tout ça que nous sommes en train de construire, avec effectivement là aussi certains éléments de recherche et d'extorisation, je ne sais plus comment on dit, bref, de sortir un peu du DAM. Donc les contenus sont dans le DAM, mais nous, ce qu'on imagine demain, c'est la capacité de vos utilisateurs à utiliser leurs outils traditionnels, ça peut être du Slack ou un email, et à solliciter le DAM à travers un message Slack ou un message email pour recevoir les 2-3 visuels qui vont le mieux illustrer le prochain post social qu'ils ont à faire. Donc voilà sur quoi on travaille. C'est un sujet passionnant. Je suis à votre disposition pour en parler beaucoup plus longuement.
Alors, soit en one-to-one, soit dans le cadre d'un prochain webinaire Activo. Mais là, je vais vous laisser poser des questions, ou en tout cas commencer à interagir avec vous si vous le souhaitez. Alors d'ailleurs, justement, Nicolas, on a un peu une question liée autour un petit peu de la souveraineté, qui est un sujet qui revient souvent. On sait que contrairement aux États-Unis, on va pas s'apesantir sur le sujet maintenant, mais l'Europe a mis en place un certain nombre d'actes, dits actes de traçabilité, de trust, etc. Quelle est votre approche et votre vision finalement de confiance auprès des marques et finalement savoir quelle IA est utilisée et peut-être extrapoler aussi parce qu'on voit aussi de plus en plus chez les marques des marques finalement chacun essaye de faire son proof of concept, hein, finalement d'entraîner, de créer ses propres IA. Donc, quelle est votre approche sur ce point? Alors, sur l'approche souveraineté ou sécurisation, on va dire, il y a 3 réponses à cela. La première, c'est que tous les modèles qu'on utilise, enfin, premier point, tous les modèles qu'on utilise n'utilisent pas les contenus qu'on leur envoie pour faire leur propre entraînement. Donc ça, on exclut déjà un sujet qui aurait pu être problématique. Le deuxième, c'est effectivement assez classique, c'est est-ce que les visuels qui sont générés sont conformes aux droits d'auteur. Alors là, le sujet est encore très flou juridiquement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'intégrer la C2PA, qui est une sorte de certification. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, dans les très grandes lignes, ça va permettre de prouver qu'il n'y a pas eu volonté de parasitisme ou d'usurpation de droit. C'est-à-dire qu'on va historiser dans le visuel qui a été généré par l'IA elle-même, on va historiser dans ce visuel presque le prompt finalement qui a servi à constituer ce visuel. Si vous êtes en mesure de prouver qu'il n'y avait aucune mauvaise volonté d'avoir une photo dans laquelle on retrouve George Clooney ou Carlos Alcaraz, alors effectivement c'est déjà un élément de preuve. La charge de la preuve sera très probablement à la partie qui cherche enfin, partie accusatrice, mais qui cherche à défendre ses droits d'auteur. Troisième sujet, encore plus simple, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de modèles open source très performants et tout aussi performants que les OpenAI ou les Google permettraient effectivement de les héberger dans un environnement complètement cloisonné et sécurisé, et auquel cas, effectivement, de rester encore un peu plus conforme. Voilà, donc ces 3 axes. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein, ces questions-là sont relativement récentes. Elles sont liées aussi à l'émergence de l'IA et tout n'a pas encore été traité. En tout cas, on prend les devants et on apporte un certain nombre de choses, dont l'intégration de ce certificat C2PA. Ouais, alors effectivement, parce que de côté Activo, on est aussi membre et voteur du C2PA, qui effectivement est une norme qui a été lancée il y a 3-4 ans, qui est très importante parce qu'en fait aujourd'hui, elle démarre depuis la prise de vue dans l'appareil photo. Alors c'est encore un monde qui est en travail, hein, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Il faut savoir que le visuel, il vient pas forcément aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, le seul appareil photo qui est compatible, c'est le Google Pixel 10. Vous voyez, donc il y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais en tout cas, merci de ces réponses. Alors, pour terminer ce webinaire, alors donc du coup, me suis permis de partager une question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Éventuellement, on en aurait une parce que nous a été soumise un petit peu plus tôt autour de la personnalisation finalement de tous ces contenus. Donc aujourd'hui, donc c'est peut-être une question pour Vincent. En tout cas, la solution Wedia va nous permettre de facilement, sans expertise technique, hein, c'est un peu la question qui nous est posée. Il faut savoir que le DAM n'est pas un CMS, mais en fait aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui finalement nous font penser à un portail CMS, et tout ça sans de façon très simple et sans expertise technique en tant que telle. Tu nous confirmes ça? Oui, c'est ça exactement. C'est un DAM qui est pensé pour les utilisateurs, qui est le plus intuitif possible, sans expertise particulière. Vous avez vu, j'ai même fait la personnalisation créative sans aucune connaissance des outils Adobe ou autres que l'on peut utiliser. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est de permettre de faire de la publication en masse, de l'adaptation en masse, quels que soient vos métiers, quelles que soient vos langues, vos marchés, tout ça dans un seul et même outil. Donc c'est vraiment adapté à tout type d'utilisateur et j'espère que vous avez remarqué que l'interface est très intuitive et facile à utiliser. Merci Vincent. Dans tous les cas, je pense que vous pouvez contacter Wedia, hein, pour une démo et des tests, puisque on sait que vous avez un portail de démonstration. Nicolas, peut-être un média, en tout cas à récupérer l'analyse Forrester. Oui, un certain nombre de use cases, d'études, de rapports, mais quelque chose d'assez récent et et pas très orienté ROI, mais sur le ROI du DAM
et comment un DAM peut vous aider à réaliser des enjeux ou des économies financières de productivité. Mais il n'y a pas que ça. Un DAM, ça a aussi un ROI de valorisation de vos contenus, d'efficacité de vos contenus. Et finalement, un contenu, c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins, et plutôt plus d'ailleurs, l'ADN émotionnel d'une marque. Il est là pour créer ou engager des audiences. Si ces contenus fonctionnent, bah, ils créent cet engagement et in fine des ventes. Et donc ça aussi, ça peut se mesurer. C'est un peu moins simple que de mesurer des économies, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille vachement aussi. Être capable de mesurer pas simplement les réductions de coûts, mais surtout les gains d'efficacité dans l'utilisation et la valorisation ou l'activation de tous ces contenus qui sont là pour servir soit la marque, soit les produits. Et on vous recommande cette étude puisqu'effectivement, ce sont aussi des retours utilisateurs par-delà des graphiques de cartes, etc. Donc effectivement très intéressant. Merci à tous, en tout cas d'avoir pris le temps, une petite heure. C'est jamais évident lorsqu'on est un petit peu en production les uns et les autres. Et n'hésitez surtout pas, bien entendu, de revenir vers nous, de contacter les équipes Wedia pour aller encore un petit peu plus loin sur des démos, voilà, un peu plus en détail ou éclaircir certains points. Un grand merci à ma collègue Isabelle. Merci aussi. Merci Isabelle, une fois de plus. J'espère que vous avez apprécié notre petit duo Voilà. la démonstration. Vous voulez vraiment rendre ça concret, vraiment rentrer par les enjeux, les problématiques des clients. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse la parole à Nicolas et Vincent, et un grand merci à vous. Merci à tous. Et puis voilà, merci Isabelle pour le petit jeu, la petite mise en situation sur laquelle on a pu illustrer des cas concrets, je pense. Et j'espère que vous êtes reconnus dans le webinaire ici avec les enjeux qu'on a décrits et vous montrer à quel point Wedia peut vous permettre très facilement de répondre à ces enjeux-là et d'apporter des solutions concrètes aux utilisateurs. Nicolas, le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, merci Vincent, merci à Isabelle, merci Fred. Encore une fois, c'est un grand plaisir d'avoir pu échanger. En quelques mots, mais Fred l'a dit, on est bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez échanger sur des sujets, des enjeux, des projets, avec grand plaisir. Moi, ce que je tiens juste pour finir, on a un métier passionnant, le DAM est un sujet passionnant, et ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle est en train de bouleverser pas mal de choses. Donc je trouve que c'est en train de devenir encore plus passionnant. On a des questions, tout comme vous, mais on a aussi beaucoup de convictions. Donc là aussi, si vous avez envie qu'on partage ces convictions ou ces questions, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez envie qu'on construise avec vous des sujets autour de l'IA pour expérimenter des approches, c'est des choses qu'on fait beaucoup actuellement. On a une équipe dédiée pour ça, une équipe qui travaille avec une douzaine de nos clients pour vraiment être dans cette expérimentation, dans l'innovation. Et avant de mettre dans le produit des nouvelles fonctionnalités à base d'IA, bien vérifier qu'elles répondent à des enjeux business et qu'on n'est pas passé complètement à côté de la plaque quand on les a imaginées. Donc c'est dans le cadre de ce qu'on appelle un design partner avec certains de nos clients. Et encore une fois, c'est des sujets passionnants. Donc avec grand plaisir pour échanger sur tous ces sujets si vous le souhaitez. Voilà. Et encore un grand merci pour votre présence. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.